Bonjour à toutes et bonjour à tous, 11e émission déjà. Alors avant de vous donner en fait le programme, je vous rappelle que le dernier ici, le petit dernier de la revue Les petits papiers de Chloé, le numéro 23 est paru. Je vous rappelle également qu'il existe deux hors-série, l'un édité à l'occasion des 20 ans des éditions Chloé Délices et l'autre édité en 2022 sur le thème de la catastrophe. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'un nouvel hors-série pointe son nez sur le thème, lui, de la magie, au sens large du terme. Alors, si vous souhaitez y participer, voyez les conditions qui sont en marge dans le blog aloïs.me. Enfin, toujours pour ce hors-série, si vous êtes auteur Chloé Délices d'un ou de plusieurs ouvrages édités sur le thème de la magie au sens large, n'hésitez pas à m'envoyer là où les premières de couverture avec un pitch, avec votre photo et un court extrait de l'un de vos livres. Ceci dit, bien écoutez, démarrons l'émission. Au programme de nombreux trailers, les chroniques des bouquins que l'équipe a sélectionnés pour vous. Allez, donc je vous laisse découvrir tout ça et encore merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc pour cette émission, j'ai choisi de chroniquer deux recueils poétiques, celui de Célène Wolfgang, voilà, La chevaucheuse de lune, et celui de Laurent Dumortier, Temps zéro. Donc je vais déjà vous parler de La chevaucheuse de lune. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Bien tout simplement à cause de la première de couverture que je trouve absolument sublime et qui, à mon sens, en fait, reflète bien l'univers de la poétesse. Alors, j'ai été surprise par les illustrations qui inconsciemment, on va dire, entraînent le lecteur dans un univers, un monde un peu hors du temps, fantastique, fantasmagorique. La poésie de Célène est un mouvement sensuel, danse colorée, jeu de cache-cache, apparition solaire et disparition crépusculaire. C'est une ronde en fait au cœur des éléments fondamentaux, la terre, l'air, l'eau. Éminemment féminine, parfois douce, parfois fragile, toute puissante en tout cas, ou alors blessée, les figures qui jalonnent ces chants convoquent les esprits, la lumière ou les ténèbres comme un peu des incantations auréolées de mystère. Alors c'est une plume et un univers qui, à mon sens, est à découvrir absolument.
Baazis. Donc c'est son dernier roman. Je viens de le terminer, on va dire. Et une fois de plus, eh bien, avant de vous faire part en fait de mon avis, ben, cette fois je souhaite vous lire la 4e de couverture. Donc ça commence comme ça. Quand le destin fait se rencontrer deux êtres que tout oppose. Sacha a 19 ans et vit de petits méfaits au jour le jour, sans toit ni véritable famille, dans le mépris des gens des beaux quartiers. Jusqu'au jour où il fait irruption chez Alice, une comptable de 42 ans qui garde ses économies bien au chaud sous son matelas et dans des boîtes de métal. Une femme étrange, incapable de la moindre émotion, comme empêchée par des nœuds invisibles. La rencontre est chaotique, l'affinité, impossible. Et pourtant, pour des raisons inavouées, ils auront irrésistiblement envie de se revoir. Une comédie vive et fantaisiste sur les blessures que l'on croit enfouies, sur les mains tendues qui sauvent et celles crispées qui condamnent. Bon, alors, comme d'habitude, je n'ai pas envie de vous en révéler trop, hein, bien sûr, sur l'histoire et sa finalité, juste de titiller votre curiosité. Alors donc, le terme fantaisiste, à mon avis, s'applique parfaitement à la seconde partie du roman et a de quoi surprendre, surtout après justement la première partie qui est plus terre à terre. Alors le terme comédie dans le sens de théâtre, comédie humaine, oui, s'applique également parfaitement. Les personnages caricaturaux sont bien campés, attachants pour certains, mais plus on avance dans le récit et on atteint la fin, plus l'histoire, on va dire, devient grinçante, presque sordide, avec un faux happy end, comme un trompe-l'œil, vous voyez, qui, je l'avoue, m'a franchement perturbée. Alors, tout simplement parce que moi, j'aime bien les happy end pour ce genre d'ouvrage, ce genre d'histoire. Mais bon, c'est juste l'a priori hein, que j'ai. Donc, j'aime toujours, bien sûr, autant la plume légère, précise et très agréable de Séverine Baazis, qui parvient avec facilité à brosser cette comédie humaine, les relations entre les personnages, leurs peurs, leurs a priori, leur méchanceté. Quant à la couverture, bien écoutez, je la comprends et elle est cohérente avec le reste des couvertures de ces romans, même si la couleur joyeuse, entre guillemets, orange, me paraît quelque peu, on va dire, décalée. Mais elle accroche. Alors écoutez, n'hésitez pas, plongez dans un microcosme décalé qui vous montrera du doigt le macrocosme d'une société si souvent étriquée. C'est un nouveau coup de cœur. Recueil poétique, comme je vous le disais, Temps zéro de Laurent Dumortier. Alors, Laurent Dumortier, tout le monde connaît, c'est un auteur prolifique et éclectique qui écrit aussi bien
eh bien de la SF que du fantastique, de l'heroic fantasy, des nouvelles ou de la poésie, des genres en fait tous propices au vagabondage d'une imagination très fertile. Alors Temps Zéro est un recueil poétique, comme je vous disais, qui est édité en format livret. Voilà, voilà, tout petit, donc c'est écrit aussi très petit, voilà. La première couverture est franchement accrocheuse et comme toujours, bien c'est ce qui m'a permis en fait de le choisir. Hein. Et en fait, cette première couverture évoque bien l'espèce de flux poétique qui jalonne ce recueil. C'est un rythme, un battement de cœur, une couleur prépondérante, le noir des ténèbres, parfois parcouru par des flashs comme autant d'éclairs éblouissants. Il y a un thème, c'est le temps qui passe, certes, mais surtout le temps qui touche à son terme et qui effraie. Temps fini ou temps infini? Alors là, le poète touche du doigt sa finitude et souhaiterait revenir au temps zéro. Vous savez, ce moment où tout commence, où tout est en devenir. Passé, présent, vie, amour, mort annoncée, recherche d'un moyen pour masquer la vérité, la réalité aussi, sans doute. Alors j'aime bien ce genre de poésie où l'âme me semble libérée, à la dérive, à la recherche de l'impossible, de l'improbable, d'autre chose. Ce sont des vers à écouter, des vers à laisser résonner et battre en nous. À découvrir. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous présenter le dernier livre de Gauthier Hiernaut, La 7e vague et autres nouvelles, qui est paru chez Chloé Delis. Je connaissais l'écriture de l'auteur, j'avais lu Luciole il y a plusieurs années, également paru chez Chloé Delis, et ça m'avait beaucoup plu. Et voilà, cette fois-ci, j'ai recommencé avec la 7e vague. Alors la 7e vague, ça fait penser forcément aux vagues du Covid. Et ça n'y est pas étranger. Ça nous présente un monde quand même assez sombre, que les années Covid nous ont un peu présenté. On a eu les prémices à ce moment-là. Donc on se retrouve dans des nouvelles avec des situations assez étranges et dérangeante aussi. On a par exemple un livreur en vélo qui ne va pas livrer des pizzas, il va livrer quelque chose de très très bizarre. Et en fait on comprend que oui, c'est comme ça. On a des tests médicaux, en veux-tu en voilà, on a des offres d'emploi vraiment qui vous laissent sans voix. Où pratiquement on n'a pas le choix. Il y a des poursuites avec des drones, les gens sont pourchassés, il y a des jeux atroces organisés. Tout ça, chaque fois très très bien présenté, chaque fois une nouvelle complète, l'ambiance est parfaitement décrite, les personnages, la situation précise dans laquelle ils se trouvent à ce moment. Et je dois dire qu'on espère quand même que Gauthier
a fait beaucoup travailler son imagination et que ça ne va pas se passer comme ça. Mais en tout cas, c'est un livre. Bon, ce n'est pas un livre noir parce qu'on le lit quand même. Bon, il y a quand même du suspense. Et même si ce n'est pas bien sûr des jours radieux, on le lit volontiers. C'est pas, et on n'est pas. Moi, j'étais pas déprimée après quand même. Mais voilà, malgré tout, je vous le recommande parce que c'est très très bien écrit. J'aime bien l'écriture de cet auteur et j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, La 7e vague et autres nouvelles de Gauthier Yernaud. Impossible dream to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. Oh, this is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his lance ounce of courage to reach the unreachable star. Alors, je ne vous cache pas que je suis fan de l'univers Beat-Lit, on va dire, de Joe Vallesca. Et j'attendais avec impatience son 3e tome de la saga. Parce que, bon, il faut l'avouer, la chute de Julian Kolovos m'avait laissé en bouche un arrière-goût d'inachevé et d'impatience désagréable. Alors, ce 3e tome
à la hauteur des deux premiers. Alors, je vais commencer ma chronique par la fin. Eh oui. Et cette toute dernière page, Julian Kolovos reviendra. Alors, j'espère, Joe, que c'est pas une promesse en l'air, hein, parce que j'ai très envie de retrouver ce personnage très atypique. Alors, je ne vais pas bien sûr revenir sur l'écriture de Joe Vallesca. Plus ça va, plus elle est cash, sans phare, et j'adore ça. Deux thèmes forts, la rédemption et la fraternité. Ces personnages, toujours aussi attachants, différents, un peu fous, décalés, mais curieusement très humains. Chez les Kolovos, vous avez Julian, toujours hors norme, c'est le mâle alpha d'une meute de loups-garous. Ivana, la sœur dingue, complètement excentrique. Francesco, le père ouvert, sympathique, probablement un peu dépassé par les événements. Et puis dans cet opus, il y a trois nouveaux personnages qui font leur apparition. Alcibiade, Valentin et Farah, trois vampires qui vont s'allier aux loups-garous pour éliminer Raka, une sorcière noire d'une puissance encore jamais égalée. Alors, ne rêvez pas, je ne vous révélerai rien de l'histoire, hein, par cela, mais sachez que cet opus ne se résume pas à cette simple trame, parce que d'autres événements, pas si secondaires que ça, s'y rattachent, hein, s'y accrochent, et il donne en fait une nouvelle texture au texte. Alcibiade, alors c'est un personnage totalement passionnant, fascinant même, et qui mériterait à mon sens en fait sa propre saga que l'on pourrait subodorer avec le cliffhanger de l'épisode. Alors bon, je ne vais pas tourner autour du pot, il faut absolument lire ce troisième tome. Replongez-vous dans cette drôle d'atmosphère à la fois désuète et moderne, un presque huis clos qui vous donnera forcément envie de découvrir le prochain roman de Joe Vallesca, Ainsi je deviens un vampire. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux livres que j'ai lus, mais je vais vous parler surtout du premier, le tome 1 de Joe Vallesca. Je vous montre ça, c'est Les meurtres surnaturels, volume 1, les métamorphoses de Julian Kolovos. J'avais peur de dire Kosolov, donc voilà. Alors c'est une histoire, c'est une famille de vampires. Donc je n'ai plus l'habitude de lire les histoires de vampires, mais je m'y suis plongée avec plaisir. Bon, il faut dire que c'est amusant aussi, donc ça fait peur, mais ça amuse aussi. Alors bon, j'ai pris des notes, je vais vous les lire parce que sinon ça risque d'aller dans tous les sens. Donc voilà, c'est un vrai nœud de vipères que cette famille Kolovos, les vivants et les spectraux, parce qu'on a de la visite ici et là de chers disparus de la famille ou bien d'une obsédante conscience comme Jacobo, un corsaire, et Jiminy. Alors, cette famille, ça grouille, ça s'entortille, ça se ment, ça se jalouse, ça se désire, et pas toujours dans les normes, ça se désire ou ça ne devrait pas se désirer toujours. Les passions souterraines, explosives, sont foison. J'ai beaucoup aimé le sarcasme, toujours avec un zeste d'humour qui allège l'atmosphère pesante d'ailleurs. Hein. Il faut dire qu'entre Julian et Ivana, frères et sœurs et stars du cinéma, la rivalité ne pardonne pas. Le beau et un peu fier de l'être d'ailleurs Julian est amer et à tour mielleux, sulfureux. Il sait qu'il aurait mérité le rôle qui lui a échappé et qu'il aurait remis sur le devant de la scène. Comme lui a échappé la part d'amour paternel dont a profité Ivana, qui est vraiment le chouchou d'une façon irritante. Ivana profite de tout, et de plus encore, comme on le découvrira. Alors, c'est un réveillon de Noël qui les réunit tous, et on va découvrir durant ce réveillon quelque chose qui n'était pas attendu et qui va faire bouillir la haine dans les veines de tout le monde parce que Francesco, le père,
et Ornella, la très belle épouse, se sont mis un peu d'accord, et voilà, ça n'arrange pas. Personne n'est d'accord d'ailleurs dans cette famille. Julian est le personnage central, dans un décor luxueux et luisant de tout son faste, pour célébrer cette veille de Noël. Chez les Kolovos, tout est premier choix. Hein. Les mets, les boissons, le recouvrement des murs, la salle de bain, tout, c'est vraiment... Et c'est bien écrit, je dois dire qu'on s'amuse beaucoup en lisant, et en plus, il y a quand même, on sent que l'auteur aime bien lui aussi ces choses-là, et là, il les a exagérées pour son plaisir. Premier choix aussi pour leur mesquinerie, superficialité et compétitivité. Chaque personnage a des caractéristiques qui sont bien campées. L'auteur a un style narratif qui accroche tout de suite. Ça, c'est vrai, j'avais été accrochée par le style de l'auteur lors d'extraits qu'il avait publiés. J'avais tout de suite trouvé que c'était une belle plume, là, un très beau vocabulaire, c'est fluide, c'est bien enlevé. Voilà, honnêtement, on s'amuse assez des escarmouches venimeuses. Ces Kolovos et apparentés sont de vrais Kardashians, nantis de dard et de canines aussi. Leurs passions sont démesurées, comme le sera d'ailleurs leur ignoble projet, suite à la découverte accidentelle lors de cette veille de Noël, qui met le feu aux poudres. Et donc, pour vous donner l'eau à la bouche, ou le sang à la bouche si vous êtes un peu vampire, je vais vous présenter quelques extraits. Voilà, j'ai choisi un peu au hasard parce qu'on pourrait mettre des extraits dans tout le bouquin. Dans son immense chambre située au premier étage du château ancestral, dont le mobilier en intégralité était d'origine et de style gothique, des tables aux chaises, en passant par les armoires et les lits en chêne et noyer, Julian Kolovos, encore en caleçon et chaussettes assorties, se mit à rire alors qu'il transformait le brouillon d'un discours en vulgaire avion de papier. À la suite de quoi, il se laissa choir sur son couvre-lit moiré, couleur pourpre, et se mira dans le miroir, ornant toute la surface du ciel de lit. Une bonne demi-douzaine de ses propres photos promotionnelles, richement encadrées, recouvraient les murs. Voilà, comme on le voit, il est la modestie incarnée, mais c'est présenté d'une façon quand même assez piquante. Alors, un extrait de dialogue. « Veuillez me pardonner, mais je ne puis m'asseoir, s'exclama-t-il. L'avion de notre petite Ivana va bientôt se poser et il me tarde de serrer ma fifi dans mes bras. » Ça, il s'agit de Francesco, le père, qui vraiment adore sa fille et a quand même négligé pas mal le fils, qui lui en veut, bien entendu. Si seulement il l'étouffait par la même occasion, souffla Ornella à l'oreille de Julian. Ornella est la femme, la nouvelle épouse de Francesco, et elle a dévisé sur Julian, hein, son beau-fils. « Mon amour, est-ce que tu as dit quelque chose ?» lui demanda Francesco tout guilleret. « J'ai dit, et tu penses à l'embrasser par la même occasion, répondit-elle alors sournoise. « C'est très gentil, trésor, mais tu l'embrasseras toi-même dès notre retour. » « Papa, ça passe vite, 2h30, lui rappela Julian un brin sarcastique. « Voudrais-tu te mettre en retard? Il ne faudrait pas faire attendre Ivana. Elle pourrait dévaster l'aéroport, ajouta-t-il en riant. » Voilà, donc les dialogues, vous en avez un aperçu. Et alors, bon, un dernier pour la route. Hein. 2 semaines, et Sophia ne pouvait plus la voir en peinture. Elle remercia le ciel quand le plus jeune des fils, Ramachandran, Abhishek, convia son idole Ivana à un bal masqué un soir à l'occasion de ses 24 ans. Pour sûr, l'actrice accepta cette charmante invitation avec un plaisir à peine dissimulé. Une soirée entière sans entendre la Mongole, ni la voir. Merci mon Dieu, merci. Ivana se rendit à cette soirée d'anniversaire placée sous le signe de Bollywood, accompagnée de Daphné. Toutes deux se vêtirent d'un sari traditionnel, violet pour l'une et orange pour l'autre. Les costumes en soie tissée présentaient d'incroyables motifs brillants, représentant des singes et des tigres du Bengale. Éblouissantes, les 2 jeunes femmes arboraient un bindi couleur feu au milieu du front, histoire de faire honneur à leur hôte qu'elles trouvaient fascinant.
Voilà, donc voilà, ce sont des fêtes, c'est du faste, c'est du champagne, ce sont des diamants, du cristal, tout ce qu'on veut. Allez, c'est vraiment un bon moment qu'on passe avec ces vampires. Et le suivant, voilà, c'est Giovallesca, Meurtre surnaturel, volume 2, la chute de Julian Kolovos. Alors voilà, je vous laisse savourer ça. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts, parce que même si vous n'êtes pas très vampire, mais que vous êtes, que vous aimez bien les people, les histoires people, ou bien la belle écriture aussi, parce que quand même, c'est surtout ça qui fait le charme des deux ouvrages. Eh bien, je vous conseille donc Giovallesca, Les meurtres surnaturels, volume 1 et volume 2. Bonne lecture! Alors, je vais vous parler de Si on est une femme convenable, voilà, de Chiara Stella Aquino Benitez. Alors, ce n'est pas pour une fois pour la couverture que j'ai choisi cet ouvrage, mais vous le savez certainement, je suis une curieuse invétérée et je dois avouer que la présentation du roman en images superbement réalisée m'a donné une furieuse envie de découvrir les fulgurances décrites par le libraire. Alors cet ouvrage est une fiction, c'est dans l'avertissement, néanmoins il est rédigé sous la forme d'un journal intime à la première personne du singulier. Le lecteur suit pas à pas les réflexions de l'héroïne, ses doutes, ses plans, ses pensées, ses envies, ses terreurs, ses fureurs, ses angoisses. L'envie de plaire d'une épouse délaissée, d'une mère, la découverte d'un amour fugace, violent, intransigeant, sans tabou, un amour mirage qui pourrait être celui d'une ado, mais qui est celui d'une adulte convenable, qui passe enfin le pas, transgresse les interdits de son milieu social pour redevenir l'espace de quelques jours une femme insouciante, désirée et désirable aux yeux d'un homme, une transformation ignorée par un époux qui ne sait plus en fait la regarder. La narratrice oscille en permanence entre extase et folie, avec ou sans S d'ailleurs. Son cœur pulse au rythme des transgressions qui en font un être profondément humain, profondément féminin. Personnage phare, elle attire un peu comme les papillons éblouis par la flamme les autres protagonistes, mais très curieusement, cette flamme-là consume. L'écriture de Chiara est franche, brutale, parfois brute, sans détour ni fioriture, reflet parfait d'un cheminement de la pensée de l'héroïne. L'ambiance balance entre yeux clos et grands espaces, un peu comme si le personnage ne pouvait trouver sa force de vivre
et de transcender son quotidien que dans ces moments de calme amenés par les grandes marches dans la montagne. Un roman surprenant à bien des égards qui ne peut pas laisser indifférent et qui bouscule le lecteur. Ce qui a fait que ce roman a surgi, c'est que j'ai vécu toute une série d'événements un peu compliqués et que je me suis retrouvée vraiment pas bien du tout, où il n'y avait pas grand-chose de la pensée sur ce qui arrivait était possible. Et au final, j'ai ouvert l'ordinateur et je me suis dit, je ne sais même pas si je me le suis dit, mais c'était là, il fallait que j'écrive. Dans ce livre, dans l'écriture, il y a réellement des fulgurances. Si je dois donner un genre, je ne sais pas, c'est toujours compliqué de dire de quel genre, mais voilà, je dirais plutôt un roman d'autofiction, sans avoir de définition précise de ce que c'est. Mais le point principal de ce type d'écriture, je crois, c'est l'écriture en jeu. Bon, et les thèmes sont, oui, c'est très lié au désir, au manque. Il y a beaucoup, ça aussi c'est un retour que j'ai, il y a beaucoup la présence du corps dans le livre. Il y a le fond de nature qui est important aussi et qui engage aussi la marche. Voilà, il y a beaucoup de montagnes, il y a un certain rapport à la marche, aux randonnées, à la nature, et donc là aussi il y a un mouvement du corps qui est très présent, mais pas que. Il y a évidemment de la sexualité, de l'intimité, les deux sont pas nécessairement liés, hein. C'est pas parce que c'est sexuel que c'est intime, mais voilà, on y retrouve ces thèmes-là aussi, et du coup voilà, c'est pas n'importe quel thème, et on peut pas être très neutre. Et puis il y a un rapport à l'angoisse et aussi à la vie, à la mort, etc. C'est un roman qui est publié aux éditions Chloé Délices, qui est une petite maison d'édition qui est une ASBL en fait, belge. Et dans la marche, dans la nature, il y a quelque chose qui est très apaisant parce que souvent, moi je suis plutôt une personne de tête. Je lis beaucoup, je me forme, je travaille avec ma tête. Et donc c'est vrai que ces moments-là d'être dans la nature, de marcher, de vider un peu la tête justement, de ne pas être que dans la pensée, mais de pouvoir en même temps être en mouvement dans le corps, mais pas dans la parole et pas nécessairement dans l'échange, je crois que ça libère une place aussi chez moi pour l'écriture qui fait que c'est pas, non seulement c'est pas qu'intellectuel, mais au contraire, en fait, ça passe du côté aussi du corps. Je le regardais, mais pas dans les yeux, pas trop. Je souriais et je parlais de tout et de rien, feignant de ne pas avoir le cœur et les reins brisés. Parce que je le savais, que cela se terminerait de cette manière. Je voulais toucher ses mains abîmées par la cuisine, je voulais approcher mon visage et plonger dans son regard rieur, et puis qu'il m'embrasse à nouveau. Je ne l'ai pas fait. Un peu de dignité après tout. Je n'aurais pas supporté qu'il se dérobe. Alors, nous revoici aujourd'hui avec Pascal Gillet-B. Bonjour Pascal. Qui vient nous présenter son troisième livre aux éditions Chloé Délices. Voilà, alors elle va nous expliquer de quoi ça retourne.
Donc Pascal, ce troisième livre, tu as eu une idée, j'imagine que ça a germé. C'est venu comment? En fait, mon troisième roman, donc Le Bic et les pierres, est né d'une rencontre. Celle d'un petit garçon que j'ai rencontré au Congo lors d'un voyage humanitaire en 2020. C'est un petit garçon que je n'ai pas du tout connu, avec lequel je n'ai pas parlé parce qu'il ne connaissait pratiquement pas le français et moi je ne connaissais pas sa langue maternelle. Voilà. Donc on s'est croisés comme tous les gens qu'on croisait là sur place, des petits sourires, des petits regards, des petits clins d'yeux, c'est tout. Et puis en rentrant en Belgique, en regardant mes photos, je me suis aperçue qu'il était sur pas mal de photos. Que ce soit de dos, de profil, n'importe quoi, dans un groupe, n'importe quoi. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était un petit garçon qui m'a suivi pendant tous mes déplacements quand j'étais là, mais il était tellement timide et discret que je ne l'ai même pas distingué dans le groupe de petits-enfants qui me suivaient. Donc, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était important pour moi. C'est en regardant les photos. Et d'ailleurs, j'ai des photos de ce petit garçon-là que j'ai pris tout à fait. Donc, il était parmi plein d'autres petits-enfants. Et il se fait qu'il est même de dos sur plein. Et il y a encore plein d'autres photos. Ah, c'est comique. Oui, tu t'es aperçu d'avoir eu un petit admirateur. Voilà, et sans le savoir, puisque je ne avais pas parlé. Et alors, en voyant les photos, j'ai regretté tout de suite de ne pas l'avoir connu, de ne pas avoir connu sa vie et qu'il n'ait rien su de ma vie non plus. Voilà, Donc, c'est pour ça, c'est vrai, et c'est vrai, c'est vraiment l'idée. Je me suis inventé une relation intime avec ce petit garçon-là. Ah, c'est chouette. Donc, c'est totalement impossible puisqu'on n'avait rien de commun. À aucun niveau, ni culturel, ni... de tout ce qui nous entoure, mais c'est vraiment, le livre c'est vraiment ça, c'est vraiment la relation entre un petit garçon africain et une femme, genre de mon âge ou un peu plus jeune. Voilà. Donc c'est de cela que vient l'idée. Oui, donc c'est une rencontre qui a eu lieu, mais qui aurait pu être autrement, et donc tu l'as rendu plus riche en imagination. Vraiment. Enfin, tu l'as enrichi, tu l'as créé finalement, parce qu'il y a eu le déclic, mais il n'y a rien eu dedans. C'est vraiment juste. Ah, mais c'est intéressant. Et alors, j'ai vu que ta couverture, elle est... Ah oui, au fond, pourquoi le bic et pourquoi les pierres? Tu peux le dire ou tu ne peux pas le dire? Je peux dire ça. En fait, le bic, c'est le bic qui est là sur la couverture, c'est le mien, c'est mon bic que le petit garçon aurait sans doute voulu garder s'il avait osé me le demander. Oui. Parce que c'était ça la relation, il était tellement timide, discret, et chaque fois qu'il voyait les biens qu'on avait, ils avaient envie de ça. Oui. Et les pierres, ça c'est une question tout à fait personnelle, c'est quelque chose à quoi je tiens personnellement. Ce sont celles qu'on ramasse au sol, qu'on met en poche en souvenir d'un lieu ou d'une rencontre qu'on a partagée. Ah oui, d'accord. Mais en lisant le livre, bien sûr, vous aurez plus d'explications. Oui, mais évidemment, il faut lire le livre quand même. Je ne vais pas tout dire là. Eh bien, voilà, Pascal, je souhaite bonne chance à ce nouveau livre. C'est déjà le troisième. Les deux premiers ont bien marché, ils ont beaucoup plu. Et donc, j'ai vu que tu avais déjà d'ailleurs des bonnes réponses pour celui-ci. Il a à peine sorti de presse, il était déjà encore chaud, il sautait dans les mains des gens. Donc, ben voilà, je suis contente de t'avoir rencontré aujourd'hui et je te remercie d'être venu. Une deuxième fois, avec plaisir. Oui, voilà. Eh bien, voilà, on souhaite bonne chance à Pascal et à son livre « Le bic et les pierres ». Merci beaucoup. Merci à Chloé Delis.
Bonjour, cette fois-ci, je vous présente un livre d'un auteur dont c'est le 3e livre, un auteur Chloé Delis, Pascal Gillébé. Et son dernier ouvrage s'appelle Le bic et les pierres. Alors c'est un titre un peu déconcertant, mais qui a tout son sens quand on lit le bouquin. Et je ne vous raconte pas l'histoire qui s'étale finalement sur un certain parcours d'années, mais ça commence par un bic. Un petit garçon africain rencontre une gentille dame qui s'appelle Clara, qui vient d'Europe avec une amie pour intervenir dans le village, le bien-être du village, etc. Elle fait partie d'une organisation. Elles font partie toutes les deux. Elle rencontre tout à fait par hasard ce petit garçon qui est plus vif que beaucoup d'autres, un peu plus curieux, et qui a grande envie de son bic. Voilà, c'est un trésor. Donc, elle lui donne le bic. Et de là démarre un intérêt mutuel qui, au fil des années, va devenir vraiment un lien très fort. Alors, bien entendu, ce petit garçon a quand même une maman. Il ne la prend pas pour sa maman. Mais la maman aussi fait son apprentissage. Les deux femmes adultes font leur apprentissage l'une envers l'autre, ainsi que Clara envers le petit garçon. Parce que, voilà, de culture à culture, recevoir un cadeau, donner un cadeau, l'importance d'un cadeau, l'importance de changer quelque chose dans les habitudes, tout ça est très différent. Et c'est surtout ce à quoi l'auteur s'attache à nous faire comprendre, mais sans pédanterie, ce n'est pas un cours, hein. Ça s'insère très bien dans le récit. Et finalement, on apprend beaucoup de choses sur le plan humain autour de ce bic. Et les pierres, quand elles arrivent, les pierres, c'est finalement le point culminant du début et certainement un départ pour le petit garçon qui est devenu un jeune homme d'ici là. Voilà, c'est un livre vraiment qui m'a enchantée, je dirais, et qui m'a instruite également. C'est profond, c'est amical, c'est plein d'amour. La maman est une personne aussi vraiment très intéressante à rencontrer. Sa relation avec son petit garçon, qui devient grand, est belle à suivre. Et voilà, la relation de Lucien, puisqu'il s'appelle Lucien, avec Clara, comporte plein d'enseignements. Et voilà, je vous le conseille. Franchement, c'est un livre, je crois qu'il y a 136 pages. Oui, sans mes lunettes, 136 pages. C'est édité chez Chloé Delis. Et c'est vraiment un régal. Voilà, je vous le conseille. Je me présente, je m'appelle Michel Brakowski et ma femme vient de me quitter. Ah oui, j'ai oublié, accessoirement je suis astronaute. C'est comme ça que je me suis retrouvé un jour, seul dans une fusée prête à décoller. Un monde qui avait tout pour faire de moi un grand homme. De ceux qui marquent l'histoire. De ceux capables de reconquérir leur femme. Ma Nathalie. Enfin, si je sais en revenir. Le livre de Bernard de Pelchin, Pourvu qu'il pleuve. Bon, le titre en Belgique, ce n'est pas vraiment de mise, mais
Bon, ce livre est vraiment un bon livre. Ça nous reporte dans les possibilités qu'il y a quand on retrouve un amour de jeunesse, ou ici c'est même un amour d'enfance, et qu'on réfléchit à toutes les possibilités qu'on aurait eues si cet amour avait continué, ne s'était pas dissous dans l'oubli, dans la vie, chacun suit le cours de son existence. Donc il s'agit d'un homme qui retrouve la pensée de son amour d'enfance lui revient en mémoire, il la cherche, il la trouve forcément sur les réseaux sociaux, et de là part toute une recherche qu'il fait, d'autant que son mariage, on ne peut pas dire qu'il batte de l'aile, mais c'est un mariage qui existe déjà depuis quelques années, qui est un petit peu fatigué. Et évidemment, alors là, son imagination fait des bonds. Et on suit l'auteur dans tous ces projets qui n'ont pas pu aboutir et les projets qu'il espère qu'ils vont aboutir ou qu'il souhaite qu'ils pourraient aboutir. Et c'est une belle longue rêverie. Elle lui manque, elle part en vacances, et le retour est tellement attendu et il prend des décisions, etc. Bon, c'est vraiment sensible et on comprend toute la difficulté qu'il a à vivre ce passage. Et la fin, voilà, c'est à la fin que le titre « Pourvu qu'il pleuve » prend tout son sens et illumine vraiment le récit. Il y a une fin heureuse, vraiment heureuse, et qui est... Enfin, moi, j'ai été très touchée par la façon dont l'auteur a choisi de terminer cette recherche, ces questionnements sur voilà, cet amour qui aurait pu être et qui pourrait peut-être encore être, qui sait, voilà. Pourvu qu'il pleuve, Bernard de Pelchat. Tout commence en 1943, lorsqu'un groupe de résistants est chargé de convoyer des toiles de maître jusqu'à un endroit sûr dans le centre de la France. Tout semble se dérouler parfaitement, et pourtant leur chef est dénoncé, arrêté, torturé et exécuté. De nos jours, une rumeur circule dans la rue, une légende urbaine qui semble prendre ses racines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui s'avère depuis quelques années bien réelle. Des filles disparaissent pour réapparaître quelques temps plus tard au fond d'un ravin. Et c'est dans ce contexte que deux filles de la haute société, Lynn Anne de la Moucherie et Manuela Alban, disparaissent. Il y a demande de rançon, mais plusieurs mois plus tard. Pourquoi ce délai? Le montant exigé est astronomique et le paiement pour la première est effectué à l'aide d'un tableau du XVe siècle, une peinture sur bois signale les disparus durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les adolescentes restent introuvables. Une entité policière aux méthodes atypiques, la FSE, est chargée de l'affaire. Pour plus d'efficacité, leur patron, un Irlandais au passé trouble, met dans la boucle à la fois son équipe officielle et un groupe qui agira en sous-marin. 4 personnages très à l'aise de la clandestinité. Une hackeuse, Marlène Roquet, un ancien patron du GIGN, Manuel Orfis, un ancien terroriste repenti, Glenn Mortimer, et une légiste, Gwen Saint-Cyr. Alors qu'ils se mettent en place, l'une des anciennes amies de Saint-Cyr, une orpheline qui vit dans la rue, est enlevée à son tour. Le groupe se scinde. La légiste et son binôme, Mortimer, remontent la piste jusqu'à Charlieu. Très vite, ils découvrent que les 3 derniers enlèvements correspondent à une stratégie différente, même si les donneurs d'ordre paraissent être les mêmes. Quel lien relie ces 3 filles au profil si dissemblable? Pourquoi l'un des pères cherche-t-il à tromper la police en lâchant dans la boucle son propre service de sécurité chargé de récupérer certes l'héritière, mais également et peut-être surtout le tableau qui a servi de paiement pour l'autre fille? Que cachent les Alban et la Moucherie? Tandis que la double enquête avance à des rythmes très différents,
un troisième protagoniste joue les troubles fêtes.